auteur de l'ouvrage Au niveau de la cité des femmes, dont on voit la première juste ici à l'écran. Les femmes, quelqu'un d'autre, les femmes ont toujours fait partie de l'histoire du cinéma. Par contre, cette histoire, on peut un peu dire que c'est l'histoire de rendez-vous manqués, quelquefois, en tout cas dans leur inscription dans cette grande histoire. Et ça, c'est devant comme derrière la caméra depuis finalement les débuts. Oui, bonjour. Les femmes ont évidemment joué un rôle très important. Il y a eu cette série de rendez-vous manqués, mais qui a en même temps contribué à créer un peu des rôles modèles historiques qui aujourd'hui sont des références très importantes. Alors d'abord, c'est vrai que le cinéma, quand on pense à la naissance du cinéma, il y a des noms comme les frères Lumière, comme Georges Méliès, qui sont souvent cités, mais en fait la personne qui a inventé le concept de fiction cinématographique et qui a inventé aussi la notion de studio de cinéma, c'est une femme. C'est Alice Guy, qui au départ était la secrétaire de Léon Gaumont, qui voulait, voilà, on a Alice Guy ici, donc Léon Gaumont c'était un fabricant de caméras, mais en fait il n'avait pas pensé que le meilleur moyen pour développer la vente de caméras c'était de faire du cinéma un art de fiction. Et donc c'est elle qui a développé cela, et ensuite elle est partie aux États-Unis et elle est devenue une des plus grandes productrices américaines dans les années 1910. Donc elle a été réalisatrice et elle a été productrice aux États-Unis. Ensuite, il y a une autre femme qui a été extrêmement importante, qui est Mary Pickford. Mary Pickford, c'était la petite fiancée de l'Amérique, c'était la plus grande actrice du cinéma américain des années 1910, et elle est devenue productrice, et elle est devenue vraiment la femme d'influence numéro 1 du cinéma américain. Et puis là, premier rendez-vous manqué, le cinéma parlant arrive, et là, ça devient quelque chose à la fois qui coûte et qui rapporte beaucoup d'argent. Et donc, on a des studios très importants qui se mettent en place, la MGM, la Paramount, la Fox, l'Universal, et tous ces studios qui vont dominer ce qu'on va appeler l'âge d'or hollywoodien sont dirigés par des hommes, installent un modèle de cinéma qui reproduit une espèce de société idéale dans laquelle les femmes sont assignées à une place qui n'est certainement pas la place du pouvoir, et donc ils vont vouloir produire des films qui vont raconter et décrire cette histoire. Et là, ce qui est quand même intéressant, alors il y a un petit élément qui est qu'à l'époque, les 2/3 du public des salles de cinéma sont des femmes. Et donc, s'appuyant en partie là-dessus, les actrices féminines vont déjouer une partie de cette volonté de les enfermer dans des stéréotypes, et elles vont arriver à vraiment jouer leur partie et très souvent à avoir une influence déterminante sur les films. Ça va être le cas de Garbo, ça va être le cas de Bette Davis, ça va être le cas plus tard de Marilyn Monroe ou d'Audrey Hepburn. Et puis il y a quelques exemples qui sont des exemples vraiment très intéressants. Par exemple, Katharine Hepburn. Donc, Katharine Hepburn, c'est une actrice que vous voyez ici, avec son compagnon Spencer Tracy. Et donc Katharine Hepburn, c'est une actrice qui est profondément féministe, qui est une femme très engagée, et qui va réussir à devenir l'actrice numéro 1 de la Metro-Goldwyn-Mayer, qui est à la fois le plus puissant et le plus traditionnel des studios. Et elle va vraiment imposer ses sujets, elle va arriver avec des scénarios sous le bras, et elle va, par exemple, faire en 1942 un film qui s'appelle La femme de l'année, qui est vraiment le premier film sur la parité dans le monde du travail. Elle joue avec Spencer Tracy. Vous voyez, Spencer Tracy, c'est un gars, il respire le machisme dans toute sa personnalité. Et évidemment, dans les films avec Katharine Hepburn et Spencer Tracy, c'est toujours Katharine Hepburn qui finit par avoir le dessus. Il y a aussi un film extraordinaire qui s'appelle Madame porte la culotte, très mauvais titre. En anglais, c'est Adam's Rib. Et donc, dans ce film, Spencer Tracy joue un procureur et Katharine Hepburn joue une avocate qui va défendre une femme qui a tiré sur son mari. Et on va s'apercevoir pendant le procès qu'en fait, le mari était un type absolument épouvantable. Il a
c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de très disruptif par rapport au modèle que voulaient imposer les patrons des studios. Et pourtant, ils sont obligés de faire avec. Et puis on a Aïda Lupino. Aïda Lupino, c'est une actrice au départ, et ça va devenir une réalisatrice, une des seules réalisatrices d'Hollywood, et elle va faire, par exemple, l'un des premiers films dans lesquels on parle du viol du point de vue de la femme, parce qu'il y avait eu le viol dans le cinéma auparavant, mais on parlait de l'humiliation pour la famille, on ne parlait pas des conséquences que ça avait pour la femme. Et donc dans Outrage, au tout début des années 50, elle parle du viol avec les conséquences que ce crime induit pour la victime. Et puis, de façon générale, à l'époque, le cinéma parle pas mal disons, des problèmes des femmes et aussi de la position des femmes dans la société, et même parfois de choses un peu extrêmes. Il y a, par exemple, en 2022, le mot de l'année, selon le plus grand dictionnaire de langue anglaise, a été le mot gaslighting. Or, le mot gaslighting, c'est un mot féministe qui, en fait, remonte, voilà, on vient de les voir passer là, c'est un mot féministe qui remonte à un film de 1944 qui s'appelle Hantise en français, mais Gaslight en anglais, dans lequel le monsieur que vous voyez, et qui est Charles Boyer, qui est un Français d'Hollywood, essaye de faire complètement taire et de faire passer pour folle sa femme, qui est incarnée à côté par Ingrid Bergman. Et donc le gaslighting, c'est en quelque sorte cet art développé par certains hommes de faire taire les femmes, notamment en les faisant passer pour femmes, pour folles. Et donc c'est devenu un mot féministe aujourd'hui. Et alors là, il va y avoir encore une forme de rendez-vous manqué, parce qu'il va y avoir une nouvelle révolution. Cette fois-ci, ce n'est pas la révolution de l'argent, c'est la révolution des idées, et avec ce qu'on appelle le nouvel Hollywood. C'est un cinéma qui va d'un seul coup parler des droits civiques des Noirs, qui va parler de la guerre du Vietnam, qui va parler de beaucoup de choses, mais qui va complètement oublier les femmes. Et les grands films, que ce soit Taxi Driver, Apocalypse Now, enfin tous les grands films du nouvel Hollywood vont être des films très fortement testostéronés, et donc le besoin de rendre à nouveau à la femme la place que certaines d'entre elles avaient su conquérir est extrêmement important aujourd'hui, mais ces femmes ont été quand même des rôles modèles, même si ça a été des rendez-vous manqués. Alors effectivement, est-ce que le rendez-vous aujourd'hui, j'ai l'idée de voir si le rendez-vous peut être fait aujourd'hui. Émilie, de votre côté, avec Kering, du coup, vous avez lancé le programme Women in Motion, qui justement travaille à faire évoluer la place des femmes dans le cinéma aujourd'hui. Ce programme, en quoi est-ce qu'il consiste exactement, et pourquoi est-ce que c'était important pour Kering d'avoir cet engagement culturel dans le cinéma? D'abord, merci Antoine d'avoir bien posé le sujet. Je pense que tout est assez limpide. En fait, en 2015, quand Kering est devenu partenaire du Festival de Cannes, François-Henri Pinault a vraiment souhaité qu'il s'agisse d'une initiative qui soit porteuse de sens, qui soit très concrète et tournée vers l'action, et aussi qui fasse écho à nos engagements et réponde à des problématiques très réelles dans l'univers du cinéma. Donc pour nous, c'est une forme d'évidence de pouvoir nous reposer sur notre engagement historique sur les questions de women empowerment en mauvais français. Et donc tout ce qui est lié à l'égalité femmes-hommes, l'accompagnement, la mise en lumière des talents des femmes du cinéma. Et donc pour nous, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que, et je pense que ça a traversé vraiment l'ensemble des interventions de ce matin, la création repose, elle naît, elle est riche par la diversité des regards, des perspectives et des expressions. Donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est quelque chose de très concret, très simple. On a créé une plateforme qui repose un peu sur 3 piliers. Un premier pilier qui est celui de la mise en lumière de certains rôles modèles
Antoine en a évoqué certains plus historiques, mais il y en a encore beaucoup aujourd'hui, et de jeunes réalisatrices aussi. Et donc ça passe, cette mise en lumière de la richesse des talents des femmes dans le cinéma passe par nos prix notamment. Un deuxième pilier qui est celui de la création d'un espace de discussion, d'échange, d'amplification tout simplement de la parole des femmes. Cette parole des femmes, elle existait déjà, et on ne fait que lui donner de la visibilité et de l'écho. Et donc ça passe à travers nos talks et nos podcasts. On voit certains des talks de cette année. Un troisième pilier qui là est celui d'un accompagnement plus concret de réalisatrices prometteuses. Et donc là, ça passe par spécifiquement, et entre autres, mais par notre prix Talent émergent dans le cinéma. Oui, il y a effectivement je sais de donner de la visibilité, un soutien financier, un soutien en termes de prix dans un espace de discussion, de la visibilité, mais aussi des moyens d'objectiver aujourd'hui la place des femmes dans le cinéma. Vous avez lancé une deuxième étude, je crois. Une deuxième étude, donc après avec 10 ans de recul, maintenant 10 ans en tout cas d'engagement dans le cadre de Women in Motion. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut évaluer la place des femmes dans le cinéma devant, derrière la caméra, et comment c'est aussi dans la fiction elle-même, la manière dont elles sont représentées? C'est hyper intéressant et vaste comme question. Peut-être toute une matinée sur voilà. ce sujet-là. On est très passionnés, donc ça devrait être bien rempli. Peut-être 3 choses. Le premier point, c'est que c'est un travail au long cours. C'est vrai qu'on a créé cette initiative en 2015. On est quand même dans un monde pré-MeToo. Avant que n'éclate l'affaire Weinstein, les prises de conscience et la libération de la parole n'avaient pas encore eu lieu. Et donc, encore une fois, créer cet espace d'échange et de discussion et d'amplification de la parole qui existe, qui est là, qui ne demande qu'à être libérée, est vraiment capital. Et en 10 ans, on a plus d'une centaine de grandes personnalités, vous en avez vu certaines à l'écran, de tous les métiers du cinéma, devant, derrière la caméra, dans les coulisses, les femmes de l'ombre aussi, qui sont venues s'exprimer dans nos talks et nos podcasts. Le deuxième aspect, peut-être très important, vous le disiez, c'est le fait de pouvoir objectiver les propos, apporter de la data, en fait, pour s'atteler à résoudre, ou en tout cas participer à résoudre un problème, il faut savoir de quoi on parle. Et effectivement, alors, il y a des travaux comme ceux d'Antoine, des sociologues, des historiens, qui permettent de se nourrir là-dessus. Nous, on s'est aussi beaucoup appuyé sur les travaux d'une chercheuse américaine, Stacey L. Smith, de l'USP Allenberg Inclusion Initiative, avec laquelle on a noué vraiment un partenariat de long terme. Et là, effectivement, pour nos 10 ans, on a souhaité qu'elle jette un regard sur l'évolution depuis 2015 de la place des femmes dans le cinéma, avec une identification de progrès et des freins persistants. Peut-être juste un chiffre, je ne vais pas vous assommer avec l'étude, elle est disponible sur notre site, elle est très riche. Mais quand on regarde uniquement la proportion de réalisatrices dans les 100 premiers films du box-office américain, en 2015, elle est d'environ 7%. Aujourd'hui, sur l'année 2024, elle est de près de 14%. Donc, on a doublé, c'est un progrès. Je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que ça reste une part peu et que le chemin est encore assez long et ardu. Et donc le troisième point, vous le disiez, je pense que l'accompagnement des talents, et notamment des réalisatrices, est très important. Pour nous, il y a, je tiens à le dire, beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui s'attachent à essayer d'accompagner, de briser tous ces plafonds de verre. Nous, notre prix Talent émergent, par exemple, vient récompenser un premier film et vise à accompagner la création d'un second long métrage. Là encore, juste un petit exemple,
Notre édition 2025 de Talk à Cannes s'est conclue avec celui de Carla Simone, qui était notre prix talent émergent en 2018, qui a remporté avec son second long métrage l'Ours d'Or à la Berlinale en 2022. Alcaraz, un film magnifique qu'on a très humblement aidé à réaliser, et qui était présente à Cannes en sélection officielle avec son troisième film, Romeria. Ça montre bien qu'il y a la possibilité de carrière longue aussi pour des femmes réalisatrices, carrière longue et brillante. Merci beaucoup à tous les deux. Vous êtes